Mangala Ils l'ont Thierry, pas fait. sans toute honte but, demande à une personne qui a été maltraitée de cette manière-là et de se représenter à la police, au lieu même de penser à le prendre en charge sur le plan médical. On lui demande, si une personne diminuée comme ça, qu'il se rapproche des polices. Mais c'est la police qui devait aller vers lui pour lui demander ce qui se passe. Exactement. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée de caractère sélectif de la justice. Et M. Mbouiti, qui a été victime de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, vous savez qu'on lui a cassé on lui a cassé les dents. On lui a cassé les dents. dents. Je dirais les dents, avec une tenaille, à vif. Wow. Et le monsieur on lui a injecté des substances inconnues à ce jour. C'est du poison injecté à ce jour. Et aucune autorité ne s'est émue pour chercher à identifier, à aller vers la personne. Évidemment, après avoir déposé 5 plaintes, il faut bien comprendre la réticence de M. Mbouiti, même s'il pouvait se mettre debout, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Mais il faut comprendre sa réticence. Est-ce qu'il pouvait aller voir le commissariat de police d'à côté pour dire que voilà, ceux qui m'ont fait ceci, ils étaient à tel endroit? Non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, c'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Nous continuons à avoir cette préoccupation sur notre beau pays, le Congo-Brazzaville, un pays qui, à juste titre, à regarder un peu tous les indicateurs de fonctionnement d'un État, est un État failli. C'est un État en faillite. Que ce soit sur le plan intérieur, où M. Denis Sassou Nguesso, depuis pas mal d'années, s'était donné à maîtriser, n'est-ce pas, la dynamique politique au Congo-Brazzaville, à réduire l'opposition, la vraie opposition, à se donner une opposition de complaisance, eh bien, là maintenant, il s'agit aussi de la dimension internationale que M. Denis Sassou Nguesso aussi s'était proposé de maîtriser. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan international, plus rien ne marche, plus rien ne marche. Sur le plan international notamment, la dernière actualité, c'est que le Congo est taxé d'État terroriste. Le Congo est taxé d'État terroriste. Les Congolais ne pourront plus jamais aller, depuis le 9 juin passé, ne pourront plus jamais aller aux États-Unis. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Les gens ont tendance à prendre ça à la légère, mais c'est une décision très très lourde de conséquences. Et donc le Congo est un État, non seulement un État failli, mais un État terroriste. On va revenir là-dessus de toutes les façons. Le Hezbollah est bien installé au Congo-Brazzaville. Les Libanais ont pignon sur rue au Congo-Brazzaville. La restauration, les boulangeries au Congo-Brazzaville sont tenues par les Libanais qui, à partir de l'argent
des Congolais, puisque ce sont les Congolais qui fréquentent ces restaurants, eh bien, l'argent est envoyé au Hezbollah, qui est une organisation terroriste. Les États-Unis, c'est une grande nation. C'est une grande nation qui a des structures de contrôle tellement perfectionnées qu'il ne peut pas se lever comme ça et balancer des choses dans l'air. C'est que toutes les personnes qui traversent les frontières, eh bien, toutes ces personnes-là laissent des traces. Et sur le passage des Congolais, les passeports congolais, les traces qui sont laissées, c'est quand même assez curieux qu'on voit qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent, n'est-ce pas, du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Je l'avais souligné dans une autre émission. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler aussi des personnes, des hommes et des femmes au Congo-Brazzaville qui, malgré la menace d'un régime dictatorial, tyrannique et autoritaire, continuent à parler pour le compte des Congolais qui sont opprimés au Congo-Brazzaville. Alors, l'émission d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée, nous avons fait l'effort de l'intituler « Voix sous silence, les défenseurs des droits humains au Congo-Brazzaville ». Et pour en parler, nous recevons une personne que les Congolais connaissent très bien. Il s'agit de M. Parfait Moukoko. M. Parfait Moukoko est président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits humains, un des vétérans de la société civile congolaise depuis une trentaine d'années maintenant, qu'on le voit se battre évidemment pour les Congolais. Coordonnateur d'un consortium d'organisations de défense des droits humains au Congo-Brazzaville. Alors, je me permets, avant d'accueillir notre invité, de faire cette petite introduction rapide. Dans un pays où contester peut vous coûter la vie, une poignée de femmes et d'hommes s'entêtent à défendre la dignité des Congolais. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Parfait Moukoko, comme je l'ai dit, président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits humains, vétéran de la société civile congolaise, comme je l'ai dit tantôt, depuis une trentaine d'années, et coordonnateur de ce consortium. Alors, sans plus tarder, accueillons notre invité de marque. Bonjour, monsieur Parfait Moukoko. Bonjour, monsieur Georges. Comment allez-vous? Parfait. Oui, ça va, tout doucement. Ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Et comme je l'ai dit tantôt, dans un pays comme le vôtre, dans un pays comme le nôtre, le Congo-Brazzaville pour ne pas le nommer, parler devient quelque part un acte de courage avec les temps qui courent, avec ce que j'ai mentionné en entrée, le pouvoir au Congo-Brazzaville est atteint de fébrilité aussi. Ils ont la gâchette facile désormais, ils traumatisent les Congolais. Alors, voici ma première question. Pouvez-vous, monsieur Moukoko, nous dresser un tableau honnête, je dis bien honnête, je souligne sur ce mot-là, de la situation actuelle des droits humains au Congo-Brazzaville. Parlez-nous à cœur ouvert. Les Congolais aiment les gens qui parlent à cœur ouvert, qui leur apportent des clarifications sur leurs conditions et sur leur avenir. Je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que ma question était claire, je pense, hein? Tout à fait. Faites la question, la situation des droits humains au Congo-Brazza est catastrophique. Je n'en veux pour preuve que les nombreuses arrestations et détentions illégales et arbitraires qui sont commises quotidiennement au Congo. Et aussi, il y a de nombreuses détentions illégales et arbitraires. Donc, dans les lieux de détention de les commissariats de police, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui croupissent au-delà du délai légal de garde à vue. Et dans les maisons d'arrêt également, il y a des personnes qui sont en détention préventive en dépassement de délai légal.
Et à cela s'ajoute, se confirme aussi, le fait que nous avons affaire à une justice aux ordres, une justice sélective, qui choisit, qui défend, à quel moment actionner engager l'action publique, à quel moment ne pas engager l'action publique, suivant des intérêts favorables ou défavorables au pouvoir. Et je n'en veux pour preuve que dernièrement, le cas le plus récent, nous avons un opposant, comme tant d'autres, qui sont menacés, et Lassi Mwiti, depuis plus d'une année, il était menacé. Il a même déposé 5 fois, par 5 fois, il a porté plainte devant le procureur du tribunal de grande instance de Brazzaville. Aucune action n'a été menée. Jusqu'à ce qu'il a été enlevé, il a disparu pendant 10 jours et il est revenu. Aucune action publique n'a été engagée. Bonjour à tout le peuple congolais. Je suis Maïmouna Guépo, la femme de Lassi Mwiti. Lassi en ce moment est dans un état de santé très critique après avoir été enlevé et torturé pendant plusieurs jours. Lassi a subi des crimes graves, il ne m'a pas tout dit. Lassi a été torturé nu plusieurs jours sans manger, frappé comme un animal. On a piqué des seringues et on a fait un test qui prouve qu'il a été empoisonné. Lassi a été humilié, abandonné et jeté dans la rivière Maboukou, nu comme un animal. On l'a insulté. Lassi continue de recevoir les menaces parce qu'il a reçu l'ordre de quitter le pays. En tant que sa femme, je ne peux pas assister Lassi en train de se battre contre la mort. Après plusieurs jours à l'hôpital, les médecins ont demandé son évacuation d'urgence. Il a les maux de ventre, les diarrhées, les étouffements, il ne respire pas bien. Beaucoup de douleurs qui inquiètent malgré le traitement qui suit en ce moment. Lassi se bat contre la mort et je demande à tout le peuple congolais de s'unir pour l'aider à obtenir une évacuation d'urgence à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien à Lassi. Je confirme au nom de la famille Lassi Mwiti et des enfants Lassi Mwiti que nous avons reçu le soutien des cagnottes qui ont été mises en place. Je voulais également demander à toutes les personnes qui me contactent pour nous soutenir directement d'aller vers les cagnottes parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui ne font pas confiance aux cagnottes. Vous pouvez faire confiance à M. Martial Lurongo Panoussi, le porte-parole des socialistes, qui est en contact direct avec la famille parce que c'est lui qui gère toutes les démarches. Je demande également à tout le monde de nous soutenir dans les prières afin que Lassi puisse retrouver sa santé. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour Lassi. C'est pour donner une idée de ce que la justice fait au Congo. Par contre, il est arrivé que nous voyons... Si je peux me permettre un petit échange, un peu pour vous arrêter un peu. Vous avez parlé de M. Lassi Mwiti qui a porté plainte. Et en tout temps, on a écouté aussi le ministre Mungala Thierry, qui est le porte-parole du gouvernement, à travers ses quinzaines d'informations, dire que M. Mwiti, c'est une personne qui est inconnue. Alors, comment est-ce qu'une personne inconnue et qui aura déposé plainte 5 fois de suite auprès des institutions de la République? Comment vous interprétez cela? En fait, jusqu'à preuve du contraire, M. Lassi Mwiti est congolais. Et la Constitution du Congo et même les conventions internationales auxquelles le Congo a adhéré posent le principe, en fait, l'obligation d'égalité. Tous les citoyens congolais sont égaux, ont dignité et ont droit. Il a droit à la protection des pouvoirs publics. Ce n'est pas un sous-congolais, c'est un Congolais à part entière. Il n'est pas Congolais entièrement à part, c'est un Congolais à part entière. Et de ce fait, la brutalité des propos de M. Mungala n'a d'égal que leur mépris des droits humains. Il devrait plutôt demander à la police, aux autorités judiciaires d'engager les enquêtes. Parce que cette affaire établit la responsabilité totale du gouvernement sur ce qui est arrivé à M. Lassi. À moins de dire que le gouvernement, l'État ne contrôle plus rien au Congo, que la police ne contrôle plus rien au Congo, et M. Mungala lui-même a dit que ce sont des forces parallèles qui ont agi comme ça. Mais justement,
Ah oui, la oui, oui, police, absolument, absolument. oui, Dites-nous M. en Lingala a davantage parlé parce des que forces parallèles. il reconnaît clairement que finalement, le gouvernement congolais a des structures de répression qui sont parallèles, qui sont une émanation du gouvernement. Et donc, quand on a dit une fois de plus que le Congo est un État terroriste, et quand on approfondit un peu la réflexion autour de ça, ce n'est pas seulement l'activisme du Hezbollah qui finance le terrorisme, mais c'est aussi la terreur qui est infligée aux Congolais. Et toute personne qui inflige la terreur à une autre personne est un terroriste, on peut le dire de cette manière-là, non? Exact, exact. Et cette terreur est un outil pour le maintien au pouvoir, et au mépris des droits humains, au mépris des normes et des valeurs de démocratie. Au Congo-Brazzaville, des nouvelles de l'opposant Augustin Kala-Kala. Il a été retrouvé la semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique selon ses proches. Il était porté disparu depuis le 29 septembre dernier. Il avait été enlevé par des hommes armés en cagoulés. Il ignore qui étaient précisément ces geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention, et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi-Salissa, dont il est le bras droit. Cet ex-candidat à la présidentielle de mars se cache depuis des mois pour des raisons de sécurité. Témoignage de l'épouse d'Augustin Kala-Kala, Liliane Moukoulou. C'est elle qui est venue le récupérer en pleine nuit, donc devant la morgue de Brazzaville. Elle raconte qu'il était si mal en point qu'elle a eu du mal à le reconnaître. À 22h, je reçois un coup de fil et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la morgue ici, là, viens vite. On s'est rendu sur le lieu. Et quand on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi, j'étais ici et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service. Si vous avez un téléphone, je veux passer un coup de fil pour appeler ma femme. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé? Vraiment, vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas. Il ne peut pas marcher et il a des grosses plaies partout. Les pieds enflés par rapport aux tortures, tout. Où était-il et qui est-ce qui lui a fait ça? Bon, il était cagoulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas à Brazzaville, il était hors de Brazzaville, enfermé dans un conteneur, de temps en temps, dans des sacs. Enfermé, tabassé. On lui demandait où se cachait ton chef, oui, XY, tout et tout. Bon, il voulait savoir où se cachait ton chef. Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kala-Kala, recueilli par Florence Maurice, sollicité par RFI au moment de la disparition de l'opposant. Le porte-parole de la police congolaise n'avait pas donné suite. À suivre. Et cela a un impact sur la situation négative, sur la situation des droits humains. Et en plus de la justice, depuis un moment, au Congo-Brazza, les voix discordantes, celles des opposants, les opposants sont menacés. Et nous savons que M. Mirassa, l'un des leaders de l'opposition, connu et reconnu comme tel, l'un des leaders de l'opposition, est toujours sous une fatwa. On parlerait de fatwa. Depuis quelques mois, carrément une fatwa. Il avait reçu il y a quelques mois des menaces de mort s'il continuait à critiquer le régime en place. Et ça, lui-même s'en était plaint auprès des autorités, mais sans suite. Aucune mesure n'a été prise pour sécuriser ce citoyen congolais, comme tant d'autres. Ben oui, M. Mirassa a une émission qui est hebdomadaire tous les samedis et avec une régularité pas possible. Et c'est tout à notre honneur, puisque nous le suivons avec beaucoup de délectation. Mais comment il est sur place au Congo-Brazzaville? Les propos de M. Mirassa sont des propos très graves, très soutenus, hein, parce qu'il ne parle pas en l'air. Il apporte des preuves. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, il ne parle pas en l'air. Il a des preuves qui sont solides. C'est un statisticien aussi. Donc, il sait ce qu'il dit. Mais alors, la fatwa qui a été lancée, on peut se demander quand même aussi comment il arrive à s'en sortir là. Hein? Comment il continue à tenir son émission régulièrement
Et vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ou pas? Justement, je crois que c'est la meilleure façon de résister contre une telle menace. S'il s'était caché, il aurait donné de la force à cette menace. La meilleure façon, c'était d'informer les organisations de défense des droits humains. Il a informé les autorités et il continue son action d'opposant. Il continue à s'exprimer. C'est la meilleure façon de résister, justement, au lieu de se cacher. Il n'y avait pas mieux que ça à faire. Et nous l'encourageons dans ce sens. Et vous savez, il n'y a pas que les opposants. Ici au Congo, l'espace civique est de plus en plus restreint. Les manifestations publiques, le droit aux réunions, aux manifestations publiques ce droit est violé quotidiennement. Les activités des organisations de la société civile, les activités publiques, les manifestations publiques et même d'autres partis d'opposition sont systématiquement interdites. Pourtant reconnu par la Constitution, non? Pourtant reconnu par la Constitution, monsieur Parfait Mokoko. Exactement. Vous savez, au Congo-Brazza, nous sommes régis par le principe de par rapport aux manifestations publiques, de ce qu'on appelle le principe de l'autorisation préalable. Pour organiser une manifestation publique, donc sur la place publique, dans la rue, sur une place publique, il faut une autorisation de l'autorité municipale du lieu. Et la loi qui régit ce droit-là, donc les manifestations publiques, c'est une loi de 1962. Vous voyez bien que de 1962 à maintenant, plus de 60 ans, les données démographiques... 63 ans, exactement. Hein, c'est mon âge, pour ne pas dire aux gens, là. Hein? Exactement. La société a évolué, justement. Mais au niveau de la loi est encore en retard. Nous avons besoin d'un régime d'information préalable. C'est juste l'information. Et il revient à l'autorité municipale de prendre les dispositions pour sécuriser les manifestants. En réalité, nous savons et nous avons compris, les autorités du Congo-Brazza ont peur des manifestations publiques, la situation leur échappe. C'est ça le secret. La réalité, c'est celle-là. Elles ont peur que la situation leur échappe. Donc, autant mieux interdire les manifestations publiques et empêcher que la loi évolue dans ce sens-là. Donc, voilà le jeu des intérêts. Et maintenant, il s'agit de faire jouer le rapport de force. Donc, aux citoyens, en vertu de notre obligation à défendre nos propres droits, à nous de trouver tous les artifices nécessaires, toutes les approches, tous les mécanismes nécessaires pour nous exprimer, pour manifester. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, la technologie nous y aide avec les médias sociaux, avec toutes les actions souterraines que les organisations de la société civile mènent. Nous parviendrons, en tout cas nous avons l'espoir, nous parviendrons à faire changer la situation. Très bien. Alors, on va évoluer dans notre émission, mais avant de passer à une deuxième question qui va évoquer évidemment vos conditions de travail en tant que telles, je voulais quand même revenir sur quelque chose. On a parlé de M. Lassimbwiti, qui évidemment a eu des déclarations publiques, ce qui lui a valu d'ailleurs, n'est-ce pas, la méfortune dont il a été victime. Il y a M. Mierassa, on vient de parler de M. Mierassa. Il y a bien d'autres également. Le M. Delo Luemba, par exemple, aussi a fait des séjours en prison. Donc, ceux qui parlent, mais ceux qui parlent ouvertement aussi sont protégés parce qu'on les voit parler. Mais à côté de ça, Monsieur Parfait Mokoko, vous êtes dans un organisme qui doit connaître tout cela. On nous rapporte qu'il y a beaucoup de jeunes dans les prisons, dans les geôles de la dictature. Mais ces gens qui sont dans les prisons, qui sont tasses, qui sont dans des conditions très difficiles, malheureusement ne parlent pas, on ne les entend pas. Donc, ils sont beaucoup plus en danger, finalement, que ceux qui sortent au grand jour, là. Est-ce qu'on peut savoir à peu près le nombre de jeunes qui sont en prison? Parce que ces jeunes-là sont visés par Mungala Thierry quand il prend la parole, il s'adresse aux jeunes. Et aussi, suivant les médias sociaux, on voit très bien les mamans qui sortent, qui disent ouvertement que nos enfants sont enlevés presque tous les jours. On les prend pour les Koulouna alors qu'ils ne sont pas des Koulouna. Et soit dit en passant, je pense quand même que les Koulouna sont une émanation de ce régime-là. Il est responsable quand même de l'éclosion des Koulouna.
exactement, sous couvert de lutte contre l'insécurité. Et il y a des razzias dans les quartiers. On parle bien de razzias. Des razzias. Et des jeunes, oui, des jeunes sont récupérés, sont enlevés, arrêtés et conduits dans des commissariats de police exigus où ils restent longtemps au-delà des délais, comme je disais tantôt, hein, légaux de garde à vue. Et aussi, ils sont enfermés dans des conditions inhumaines. Et il y a quelques jours, dans un commissariat de police à Brazzaville, il y a eu des morts. Toujours. Une dizaine de morts. Une dizaine de morts. Et ça, on n'a pas vu le procureur de la République rechercher les auteurs de cette situation. Voilà, Monsieur Okonga Kala. Vous voyez bien que c'est une justice sélective. Exactement. Monsieur Okonga Kala, mon parquet est convoqué à mon parquet, et quand il y a des choses sérieuses comme ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Et puis évoquez aussi ce qui s'est passé à Ngo, Monsieur Parfait. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Ngo, le jeune commerçant qu'on a pris comme ça et qui est allé mourir en prison quelques heures seulement après, et d'où le commissariat a été brûlé par les jeunes. Est-ce que quand on a brûlé un commissariat comme ça, qui a tort? Qui a tort? Est-ce que ce sont les jeunes ou bien le régime qui est en place? Justement, en fait, sur cette affaire de Ngo, la responsabilité de la police est établie, justement. Et nous avons, l'Observatoire congolais des droits de l'homme avait commis une équipe d'enquêteurs là-bas, et l'OCDH, avec la famille, va même se porter partie civile pour que les auteurs, les responsables de ce meurtre soient identifiés et punis, justement. Il s'agit du commissaire de police et de tous ses agents. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'état catastrophique des droits humains au Congo. Mais pour ce faire, il ne suffit pas de constater, il faut agir. Et c'est le travail que mènent les organisations de défense des droits humains. Très bien. Alors, on va passer à notre deuxième rubrique, qui est d'agir en permanence sous la menace. Voilà, sous la menace. Et cette menace se fait de plus en plus sentir une fois de plus. La dernière sortie de Mongala Thierry, porte-parole du gouvernement, c'est une menace claire et nette, quoi. C'est-à-dire que, écoute, ils ne perdent pas un seul petit moment pour menacer les Congolais. Alors, ma question est la suivante, M. Moukoko. En tant que défenseur des droits humains, comment vous organisez-vous pour continuer à agir dans un environnement aussi répressif et avec des menaces permanentes? Là, comment vous faites? Vous semblez un peu vous mouvoir tranquillement. Le monde au Congo-Brazzaville sait très bien que vous incarnez, n'est-ce pas, la défense de la population à travers le consortium d'organismes dont vous avez parlé. Comment vous arrivez à bouger? Est-ce que vous n'êtes pas inquiété quand vous traversez un peu, vous sortez, vous allez travailler? Comment ça se passe pour vous? Absolument. Je vais peut-être vous faire des révélations. Vous savez, dans l'action, la vocation des défenseurs des droits humains, la première chose, c'est d'être conscient du risque permanent. Et chaque organisation des droits humains a un plan de sécurité. Et chaque membre des organisations des droits humains, chacun de nous sait qu'il est exposé à ce risque. Et donc, nous avons un plan de sécurité qui régule notre mouvement, je dirais, dans la société, qui régule notre vie dans la société. Et en plus de cela, nous favorisons, nous encourageons le networking, le réseautage. Nous fonctionnons en réseau. Et c'est pour dire qu'il y a un système d'alerte qui est en place. Dès que l'un de nous est touché et affecté, on alerte tout le système et c'est comme cela qu'on parvient à prévenir et à repousser la menace. Simplement parce que plus on parle de la menace, plus on atténue sa virulence. Sa virulence. Et en plus, l'Observatoire congolais des droits de l'homme est membre de grands réseaux au niveau international. Au niveau international. L'un de ces réseaux, c'est la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui est un réseau mondial qui existe depuis 1922, plus de 100 ans. Et l'OCDH, c'est l'organisation ligue membre de la FIDH au Congo-Brazza. Et ça, c'est un réseau, un dispositif puissant de protection et des membres de l'OCDH et même des autres organisations qui ne sont pas encore membres de ce grand réseau. Et donc, c'est pour dire qu'il y a tout un dispositif en place
par rapport à l'international et au niveau national et même au niveau individuel. Nous avons pris des dispositions pour éviter que nous soyons pris dans le piège. Donc, chaque fois qu'il y a une alerte, nous signalons à notre réseau et il y a toute une organisation qui se fait autour de celui qui est victime. Mais bien sûr, cela n'empêche pas, comme il y a dernièrement, l'OCDH a été visité par des militaires qui sont entrés dans les bureaux de l'OCDH par effraction. Ils ont cassé tous les équipements qu'ils ont trouvés. Évidemment, nous avons compris que c'était les policiers, les militaires, parce que il y avait les impacts de leurs chaussures, sur les meubles, sur tout le plancher dans le bureau. Et ils ont tout cassé, les ordinateurs, les appareils qu'il y avait là-bas. Ils sont partis. C'est un message qu'ils nous ont transmis. Mais ils ont oublié qu'ils étaient filmés. Ils ont oublié qu'ils étaient filmés. Donc, il y a un dispositif en place, qu'il y ait coupure d'électricité ou pas, qui enregistre toutes les images qui bougent, toute personne qui bouge, tous les mouvements. Donc, et ça nous permet d'ester en justice. Mais rester en justice, pour ce cas-là, nous avons porté plainte, nous avons déposé une plainte auprès nous avons saisi le commissariat de police le plus proche, mais à ce jour, aucun policier n'a bougé. Aucun officier de police judiciaire n'a bougé pour venir enquêter. Et pourtant, nous ne sommes pas loin d'un commissariat de police. Donc, c'est pour vous dire que nous devons tenir compte de tout ce microcosme, tenir compte de cet environnement, et nous avançons en sachant comment agir en conséquence. Très bien. Alors, je vais rebondir un peu là-dessus avant de passer à une autre question. Vous avez parlé vous travaillez, l'Observatoire congolais des droits humains travaille avec les organisations internationales. Et il y a deux dimensions, je vois deux dimensions là, c'est-à-dire qu'il y a la protection de vous, les agents, évidemment, qui sont sur le terrain, parfois confrontés à des dangers, mais il y a aussi le lien à la population, parce que vous êtes finalement les mandants de la population et tout votre travail n'a de sens que par rapport à la condition des populations. Il nous arrive souvent d'avoir du mal à bien cerner un peu l'impact des organisations internationales à ce niveau-là sur la condition des Congolais en tant que tels. Et voilà, est-ce que je ne sais pas si ma question est claire, je voudrais simplement savoir un peu comment peut-on mesurer l'impact de l'intervention des organisations internationales à vous donner un coup de main, de sorte que les populations congolaises puissent sentir que voilà, étant opprimés par un régime que nous connaissons, que nous avons défini à beaucoup de fois, et qu'ils ne sont pas oubliés par la communauté internationale. Justement, les organisations internationales dont nous sommes membres ou qui sont nos partenaires servent de relais au travail des organisations nationales congolaises. Elles servent de relais de ces organisations au niveau des instances internationales. Et nous savons que les États à leur niveau ont aussi des lieux de rencontre. Il y a la Banque mondiale, le FMI, il y a les Nations unies. Et à ce niveau-là, les organisations internationales telles que la FIDH, telles qu'Amnesty International, telles que Human Rights Watch, relaient l'action de l'OCDH au niveau des Nations unies, par exemple, au niveau du FMI, dans le contexte des conditionnalités pour l'aide au développement. Et à ce niveau-là, nous avons des résultats de manière indirecte. Donc, ces organisations relaient notre action. Donc, il n'y a peut-être pas un lien direct entre ces organisations et les victimes, les populations. C'est nous qui sommes dans la population parce que nous sommes des organisations de membres, mais nous relayons toutes les situations que nous trouvons. C'est pour ça que, pour le cas de l'OCDH, nous avons un observatoire congolais des droits de l'homme qui observe, qui fonctionne sur le principe de l'obligation de témoignage. Nous devons témoigner de tous les cas de violation des droits humains. Que ce soit les droits, que ce soit en 2025, qu'en 1994, qu'en 2030, et même si la justice n'est pas rendue immédiatement, elle sera rendue un jour parce que tout est documenté. Tout est documenté. Le cœur de métier de l'OCDH, par exemple, c'est le monitoring et la documentation en permanence. Donc, tout est documenté, tout est consigné quelque part. D'accord, très bien. Alors, est-ce que, je vous pose quand même cette question-là, vous pouvez me passer quand même de cette question, parce que les réponses que vous avez données pourraient me faire dire que non, ben écoutez, non, vous n'avez pas peur.
je voudrais quand même vous la poser. Est-ce que, vu un peu ces menaces-là, vu un peu le fait d'évoluer dans un système où le régime est vraiment tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire très autoritaire, et qui n'arrête pas de tuer, hein, il faut le dire les choses comme voilà, il tue, et les jeunes, et aussi les responsables politiques, il faut le dire aussi avec beaucoup de force, des responsables politiques qu'on tue par tous les moyens, de toutes les façons. Et l'un des moyens, c'est l'empoisonnement aussi. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Colélas, principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche, est mort du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé son directeur de campagne. À quelques heures du scrutin, il avait publié cette vidéo. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Guy Brice Parfait Colélas, 60 ans, avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Cet opposant historique est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 passés au pouvoir. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel de dimanche doivent être annoncés dans le courant de cette semaine. D'ici là, les autorités congolaises ont coupé Internet dans tout le pays. Aujourd'hui, on a vu Guy Brice Parfait Colélas se faire massacrer de cette manière-là et mettre tout sur la Covid. Mais quand on voit un peu les indicateurs, les indices, et puis la façon dont on a géré sa mort, on est plein en droit de dire qu'il y a eu quelque chose là-dedans. Est-ce que vous avez pensé un jour abandonner, monsieur Poukoko? Vu un peu ces menaces-là, abandonner, vous avez dit, vous avez plus de 20 ou 30 ans maintenant d'activisme dans ce que vous faites. Ça m'étonnerait que vous soyez à un moment ou à un autre tenté d'abandonner. Ce serait de la trahison. Ce serait de la trahison pour vous. Ce serait de la trahison. Donc, on n'y pense pas comme ça. Ok, mais c'est bien. Merci. C'est une très, très bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, dites-moi un peu, là, toujours dans la suite de ce que vous venez de dire, comment vous protégez vos collaborateurs? Parce que vous, M. Moukoko, on vous voit à la télévision tout le temps, sur les médias sociaux tout le temps. Donc, par rapport à la fameuse protection du fait qu'on soit une personne publique, eh bien, on ne peut pas vous toucher n'importe comment. Mais je suppose que vous travaillez avec beaucoup de gens. Vous avez des collaborateurs qu'on ne voit pas sur les écrans. Comment vous les protégez, vous? Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe justement parce que j'ai parlé tantôt d'un plan de sécurité et les employés, les membres de l'OCDH savent actionner ce plan de sécurité dans leur vie, dans leur environnement immédiat. Et hélas, on ne peut pas révéler tout cela dans les médias, comment ils sont protégés. Mais rassurez-vous, il y a des dispositions qui sont prises, il y a un dispositif en place pour sécuriser et protéger. Mais cela requiert également de nos employés, des membres de l'OCDH, un certain mode de vie. Un certain mode de vie. Il y a des milieux qu'on ne fréquente pas. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Moi, il y a des endroits où je ne mettrai jamais le pied parce que c'est comme cela. Et juste pour mieux encadrer, ranger la vie, quoi. Et c'est comme ça que les défenseurs des droits de l'homme vivent. Il y a une certaine éthique, il y a certaines obligations, même dans la vie quotidienne, mais ces obligations contribuent à sécuriser les organisations de défense des droits humains, des droits de l'homme, et aussi protéger nos organisations. Chaque fois qu'il y a un enlèvement, s'il y a un défenseur des droits de l'homme qui est enlevé, sous couvert de la torture, on peut le conduire à révéler certaines informations. Donc, autant mieux éviter certains milieux où on risque d'être enlevé. Enlevé, absolument, c'est ça. C'est pas facile de résister un peu à leurs méthodes. Ils ont des méthodes tellement sophistiquées que, c'est pas facile de ne pas lâcher le morceau quelque part aussi. D'accord. Alors, on va passer à notre troisième rubrique qui est
l'impact de votre agir, de votre activité, de vos activités, et aussi les limites. Parce que vous êtes bien accroché, on sent bien l'engagement en vous, et aussi la croyance. Vous êtes engagé dans une essence, de quelque chose d'essentiel là. Puisque vous m'avez dit, mais non, ce serait la trahison. Parce que quand, évidemment, on est engagé tel que vous parlez de trahison par rapport à votre population, c'est que vous avez vraiment des valeurs rivées au corps et à continuer ce travail. Alors, voilà ma première question par rapport à ces impacts et aux limites aussi de votre action. Donc, malgré tout cela, vous poursuivez votre travail. Quelle petite victoire ou résistance vous motive à continuer? Parfait, Mokoko. Oui, les victoires, il y en a. Je ne dirais pas qu'il y a de grandes ou de petites, mais je peux citer, je prends l'exemple tout récent de M. Lassim Bouiti. Oui. La mobilisation que l'OCDH a eu à faire avec les organisations, toutes les autres organisations des droits de l'homme, a mis cette affaire sur la place publique au point où les ravisseurs de M. Lassim Bouiti se sont dit la situation risque d'être plus grave si le pire était arrivé. Absolument. Ils étaient obligés de le libérer, de le livrer, de l'abandonner dans un ruisseau, dans un cours d'eau. Et ça, c'est, je ne dirais pas une petite victoire, mais c'est quand même le résultat de l'action de mobilisation que nous avons menée. Absolument. Nous avons écrit à toutes les autorités nationales compétentes. Nous avons écrit aux missions diplomatiques. Nous avons mobilisé tous nos réseaux à l'international. Des pressions continuent à se faire sur les autorités congolaises et nous sommes convaincus que cette affaire a été commanditée par les autorités congolaises. Et donc, son enlèvement, toutes les tortures qu'il a subies ont été commanditées par les autorités congolaises. Parce qu'ils ont l'impérium sur tout le pays. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est bien informé au Congo, c'est le président de la République. Ça m'étonnerait qu'il ne sache pas qui a enlevé M. Bouiti. Et le matériel, d'ailleurs, le matériel utilisé pour cet enlèvement, c'est quand même des véhicules de police, même si c'était déjà un véhicule de police sans immatriculation, ça montre déjà le banditisme dans ce fonctionnement-là. Devant les enfants, les femmes, et quand c'est comme ça, au moins, on peut sentir que la police est en train de rechercher quelqu'un qui a été enlevé de cette manière-là, mais ils ne l'ont pas fait. Mongala Thierry, en toute honte but, demande à une personne qui a été maltraitée de cette manière-là et de se représenter à la police, au lieu même de penser à le prendre en charge sur le plan médical. On lui demande, une personne diminuée comme ça, qu'il se rapproche des polices. Mais c'est la police qui devait aller vers lui pour lui demander ce qui se passe. Exactement. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée de caractère sélectif de la justice. Et M. Bouiti, qui a été victime de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, vous savez qu'on lui a cassé les dents. On lui a cassé les dents. Je dirais les dents avec une tenaille à vif. Et le monsieur on lui a injecté des substances inconnues à ce jour. C'est du poison injecté à ce jour et aucune autorité ne s'est émue pour chercher à identifier, à aller vers la personne. Évidemment, après avoir déposé 5 plaintes, il faut bien comprendre la réticence de M. Bouiti, même s'il pouvait se mettre debout, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Mais il faut comprendre sa réticence. Est-ce qu'il pouvait aller voir le commissariat de police d'à côté pour dire que voilà, ceux qui m'ont fait ceci, ils étaient à tel endroit? Non. Donc, ça montre que les autorités sont bien conscientes, savent bien où est-ce que cela s'est passé, où M. Lassi a été conduit, victime de traitements cruels, inhumains, dégradants. Ça, c'est par exemple, c'est pour dire que la mobilisation des organisations des droits humains a permis d'obtenir qu'il soit relâché. La preuve, on lui a dit de ne pas s'adresser aux ONG des droits de l'homme. On lui a dit de ne pas s'adresser aux partis d'opposition, de ne pas prendre contact avec ces gens-là et de quitter le pays. Sinon, cette fois-là, ils vont finir par achever ce qu'on leur a demandé de faire. Ils vont par achever le travail. Vous voyez donc, la mobilisation a permis d'obtenir qu'il soit en vie. Mais il y a aussi d'autres encore.
vous savez, s'il n'y avait pas la dénonciation, la mobilisation de l'OCDH en 99, 2000 et 2001, nous aurions eu des milliers de réfugiés, et pas de milliers de disparus. Parmi ceux qui venaient, parmi les réfugiés qui venaient de RDC, on a pris ceux que nous avons comptabilisés, les 300 et quelques, ce n'est qu'une infime partie. Mais il en aurait plus. Et cet holocauste aurait continué, je dirais, j'emploie bien le mot, ce carnage aurait continué si aucune organisation ne s'était mobilisée. À l'époque, avec la FIDH et l'OCDH et d'autres organisations des droits humains, Amnesty International, nous nous sommes mobilisés pour parler de cette affaire de disparition des Congolais qui rentraient d'exil, qui rentraient de RDC. Et s'il n'y avait pas cette mobilisation-là, non, ce plan-là aurait été exécuté totalement jusqu'au bout et nous aurions à ce jour des milliers de disparus. Parce que c'était ça le plan, c'était ça le schéma. Donc, il y a bien d'autres victoires de ce genre, mais il y a aussi des frustrations. Bien sûr. Il y a aussi des frustrations. Les frustrations, c'est la peur. Il y a la peur de certaines familles, de certaines victimes à dénoncer. La peur de certaines victimes à rester en justice avec nous. Et il y en a qui préfèrent souffrir leur martyre en cachette. Il y en a encore. Mais ça c'est le résultat du traumatisme, évidemment, à eux infligé. Parce que ce que vous dites là, il y a aussi un célèbre avocat, Maître Ganga aussi, Amédée Ganga, qui s'époumonne tout le temps, a demandé aux Congolais qui ont été lésés pour telle ou telle affaire due à ce régime sanguinaire, rester en justice, y compris les gens, la famille de Marien Ngouabi, il revient beaucoup sur ça, a déclaré ouvertement que voilà ce que je dis, ceux qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à me porter plainte, je suis là. Donc un avocat qui se lève pour dire des choses comme ça, il a suffisamment de raisons pour le dire. Donc le traumatisme infligé aux Congolais est à ce point où les Congolais ont très très peur. Et je vais poser aussi ma deuxième question, puisque ça s'articule un peu avec votre dernier mot, c'est finalement, est-ce que la population vous soutient? Quelle est la nature des rapports que vous avez avec cette population que vous défendez d'ailleurs? Parce que si le lien entre vous et la société civile et la population congolaise était bien établi, on aurait quand même fait des enjambées, non? Et il y a certaines populations qui ne savent même pas que vous existez, que vous faites des choses pour elles. Oui. D'abord, il faut dire que nous sommes des organisations de membres. Ce ne sont pas des cabinets d'études, ce ne sont pas des groupes d'intellectuels qui se retrouvent, mais nous sommes des organisations de membres, telles que l'Observatoire congolais des droits de l'homme. C'est une organisation de membres disséminée à travers tout le pays. Et avec des antennes à travers tout le pays qui constituent un maillage de tout le pays, ce qui est favorable même pour la collecte des informations, je disais le monitoring et la documentation des cas de violation des droits de l'homme. Et c'est le même pour les autres organisations. Et ça, c'est une infime partie des citoyens congolais qui sont conscients et qui veulent s'engager dans les organisations des droits de l'homme. Mais il y a évidemment, comme vous dites, la majorité de la population, une bonne partie, qui ne suivent pas les informations, qui peut-être aujourd'hui avec les réseaux sociaux sont de plus en plus branchés, mais il fut un temps où la population ne savait pas qu'il y a des organisations qui peuvent les défendre. Mais il y a ça aussi, il faut mettre cela sur le compte des organisations des droits humains qui doivent, et nous-mêmes d'ailleurs, continuer à nous faire connaître auprès de toutes les populations à tous les niveaux. Il y en a qui ne vont pas plus loin, mais pour le cas de l'OCDH, que je connais bien, nous avons des antennes dans toutes les provinces, dans toutes les provinces, tous les départements du pays. Évidemment, c'est l'occasion de nous faire connaître et de plus en plus de gens savent ce que nous faisons, comprennent notre travail, mais l'élément déterminant, c'est aussi la peur quand ils sont victimes. Ils viennent dénoncer, ils viennent relater, ils viennent témoigner et l'OCDH vérifie les informations, mais, car il y a un mais, les gens, beaucoup ont encore peur de rester en justice. Et là, c'est un travail énorme à faire pour que nous puissions débloquer cette situation-là parce que le traumatisme du système de terreur qui est là décourage toute action judiciaire. Et puis, on pouvait se demander,
si déjà M. Lassi Bouiti a porté plainte, a déposé 5 plaintes sans suite, et si nous avons eu un procès sur les disparus du bus de Brazzaville, un procès sans auteur, il y a eu des victimes sans auteur. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Keller TV. Cela dit, je reviens à vous, Maître Baudouin. Après le petit rappel du contexte des événements qui ont précédé les crimes contre l'humanité, j'ai dit, il y a eu un procès à Brazzaville qui s'est soldé malheureusement par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. Mais dans le même temps, on aurait parlé de l'autorité de l'affaire jugée. Comment expliquer que cette affaire soit reprise au niveau de la France? Oui, alors juste un très bref rappel par rapport à ce que vous avez parfaitement indiqué de la chronologie de l'affaire. Bon, c'est une affaire qui a été lancée sur la base d'une plainte, d'une saisine du procureur en décembre 2001. Pourquoi la justice française a-t-elle été compétente? Parce que l'une des personnes concernées, suspectées, on va dire, c'est-à-dire le général Norbert Dabira, se trouvait sur le territoire français. Il a une résidence près de Meaux. Donc c'est de ce fait, parce qu'il avait une résidence en France, que la justice française a pu être saisie. Début 2002, il y a donc eu l'ouverture d'une information, le parquet a ouvert une information, et la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et deux rescapés miraculés de ce massacre du bus de Brazzaville se sont associés pour se constituer partie civile. Donc il y a eu une instruction ouverte d'abord devant le tribunal judiciaire de Meaux. Dans le cadre de cette information, le général Dabira a été entendu, donc l'affaire a évolué à son égard. Il y a eu aussi un épisode, je vais passer rapidement, vous l'avez évoqué, avec la présence en France de Monsieur Ndengue, qui a pu être interpellé puisqu'il se trouvait sur le territoire français. Il a même été placé, mais très brièvement, en détention, et sur pression politique extrême, il a été libéré dans les 24 heures qui ont suivi. Nous étions en avril 2004. Ensuite, du côté du Congo-Brazzaville, des autorités du Congo-Brazzaville, et en lien, je le dis vraiment étroit, avec les autorités françaises, les deux justices ont coopéré pour tenir à Brazzaville un procès parfaitement mascarade au mois d'août 2005, qui s'est traduit d'une façon vraiment, c'est un scoop un scud, on dit plus exactement, dans le paysage judiciaire, c'est-à-dire un procès au terme duquel on a dit, bah oui, il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupables. Donc l'État congolais a été reconnu. Alors pendant que vous en parlez, Maître, pardonnez-moi, Maître, lorsque vous en parlez, comment interpréter cela juridiquement, un procès qui condamne un État sans les coupables? C'est une ovni, plus exactement. C'est un objet juridique non identifié. Vous savez bien il y avait des responsables, ils ont désigné il y avait des responsables, ils ont dit que il y avait des responsables. L'État avait reconnu sa responsabilité là-dedans, mais sauf qu'il n'y avait pas de personne n'est allée en prison. Il faut établir la culpabilité individuelle des gens. On parle bien de responsable, mais responsable n'est pas coupable. Il faut établir la responsabilité. Qui avait le contrôle de la police au beach de Brazzaville? Qui avait le contrôle de la circulation de ces gens-là? Il y a des gens que moi-même, personnellement, je connaissais, mais qui ont disparu de ce jour. Donc, nous savons comment ça s'est passé. Et de ce point de vue, je pense que la justice aussi doit rassurer. Les autorités judiciaires doivent rassurer, mais ça ne vient pas encore. Très bien, très bien. Alors, on va aller un peu rapidement vers la fin de notre émission. Il y a aussi, on va dire, le Congo est membre des Nations Unies.
Le Congo émarge à un certain nombre d'organisations internationales en tant que telles. Donc, en fait, ce qui se passe au Congo-Brazzaville devait intéresser aussi la communauté internationale. Alors, ma question, c'est autour de ce silence quand même, des puissants, si vous voulez. Parce que les puissants aussi, parfois, quand ils disent quelque chose, bon, la dictature peut trembler également. Parce que cette dictature aussi se maintient, parce qu'à l'extérieur, il y a ces ramifications-là qui lui donnent, n'est-ce pas, le poids nécessaire. Alors, ma question est la suivante. Quelle est votre perception de l'attitude de cette communauté internationale face à la situation actuelle des droits humains sous ce régime autoritaire? Est-ce qu'on peut parler du silence coupable de la communauté internationale, de compromission, d'indifférence? Surtout de compromission, je vous donne un petit indice là. À une époque, nous tous, nous savons très bien qu'on peut, les rapports incestueux du régime de Brazzaville avec le Fonds monétaire international, par exemple, que cet organisme-là, au temps de, comment on l'appelle, l'ancien ministre français Dominique Strauss-Kahn, il y avait des montages frauduleux qui étaient faits à ce niveau-là. Et pour faire passer un certain nombre de choses en faveur du régime en place, ça, la presse internationale en a fait écho. Donc, c'est là aussi, on se demande, mais comment peut-on continuer à prêter de l'argent à un pays comme le Congo-Brazzaville, qui est producteur de pétrole, qui est le 3e producteur de pétrole en Afrique au sud du Sahara, qui, par-dessus tout, vont d'autres minerais. Il y a le gaz naturel qui est là, il y a la potasse, il y a le bois, les grandes essences, les essences les plus rares au monde, qui partent du Congo-Brazzaville, il y a l'exploitation de l'or, et puis, bon, quand même, un pays qui est en banqueroute et qui va rechercher l'argent auprès de l'organisation, le Fonds monétaire international. Et je vais terminer par là pour avoir tout le tableau. À beaucoup de fois, la dette du Congo-Brazzaville a été effacée, a été allégée, qu'il s'agisse d'avec la Chine en 2021 et qu'il s'agisse du Club de Paris, le Club de Londres, on a éliminé toute la dette. Et comment se fait-il que l'État soit toujours un peu en déficit et très endetté, monsieur Moukoko, très endetté avec tout ça? Alors, donc, la communauté internationale, excusez-moi d'être allé un peu plus loin comme ça, c'est tout simplement pour montrer cette attitude de la communauté internationale par rapport à une tyrannie qui est là, installée en place et qui affame les Congolais et qui blague avec l'argent du pays. Évidemment, la communauté internationale est vaste, hein, mais il y a des acteurs desquels nous attendrions beaucoup plus d'actions en faveur des droits humains. Je prends l'exemple de l'Organisation internationale de la francophonie. Hein. Je me souviens plus depuis quand l'Organisation internationale de la francophonie s'est intéressée à la question des droits humains au Congo-Brazza. Ce silence est simplement coupable. L'Union africaine connaît la situation des droits humains au Congo-Brazza. L'Observatoire congolais des droits de l'homme a le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 1998, depuis 27 ans. Depuis 1998, l'OCDH a le statut d'observateur, comme Amnesty, comme la FIDH. Nous avons le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Donc, la Commission africaine est informée systématiquement sur la situation des droits humains au Congo-Brazza. Mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'action concrète. Évidemment, cela n'a d'égal que l'action contraire, hein, qui est aussi menée par le gouvernement pour justifier, pour se défendre. Là. Et au niveau de la communauté internationale qui est représentée par les ambassades, justement, il arrive, et chaque fois que c'est le cas, nous le faisons, nous écrivons, nous partageons les informations avec les ambassades. Évidemment, il faut comprendre, les ambassades sont accréditées auprès du pays et voilà. Elles ont des canaux par lesquels les diplomates font passer des messages, mais au moins, rassurez-vous, nous voulons aussi rassurer les téléspectateurs que les organisations de défense des droits humains au Congo-Brazza informent toutes les ambassades
de ce que nous vivons, de ce que nous connaissons, de la situation des droits humains, pour demander à leur manière qu'ils interviennent, qu'ils contribuent à desserrer les taux. Il est arrivé qu'on obtient des résultats. Et pour le cas de tout récent, le cas de l'ACI du Congo, on était informé, mais aucune action publique n'a été publiée, n'a été révélée. Mais nous savons qu'il y a eu des contacts au niveau diplomatique, mais évidemment, c'est l'occasion de le dire. En face également, le régime est en train d'organiser une campagne de dénigrement d'une victime de torture. Et il y a encore des citoyens congolais sous-informés, manipulés, qui pensent que c'est une mise en scène. Je ne sais pas si au Congo, on fait la mise en scène en se faisant arracher les dents avec une tenaille et à vif. Est-ce que c'est une mise en scène que de se faire injecter du poison? Est-ce que c'est une mise en scène que d'être enlevé devant sa femme et ses enfants nus comme un ver de terre et conduit vers une destination inconnue? 11 jours quand même, il y a une limite. Hein, on est... 11 jours de torture, sans boire, avec les yeux bandés. Exactement, sans boire, sans manger. Voilà. Et aujourd'hui, il est gravement malade. Et les organisations des droits humains sont en train de s'activer pour obtenir son évacuation sanitaire. Il est gravement malade et souhaitons que rien de pire ne lui arrive. Mais en tout cas, il est à l'article de la mort. Tout ça, c'est le résultat de la torture qu'il a subie. Traitement cruel, inhumain et dégradant. Alors, dans pareil cas, quelqu'un qui risque de mourir, on parle de mise en scène. Mais franchement, au Congo, la manipulation, c'est du cynisme. Monsieur Moukoko, est-ce que ça vous étonne, ça? Ça ne devait pas vous étonner, parce que ceux qui parlent de ce dénigrement, qui dénigrent une personne qui a été torturée, martyrisée, tel qu'on l'a vu, et ça nous rappelle aussi M. Kalakala, qui a fini par en mourir aussi, non? On n'a pas vu M. Kalakala aussi, faisait un peu de la comédie, certainement pour eux. Mais il faut comprendre que les gens qui l'ont fait, ils avaient un but. Le but, c'était clair et net, c'est de réduire physiquement et pour toujours M. Lassis, c'est-à-dire le tuer carrément. Parce que quand on injecte des piqûres, on injecte des substances toxiques dans le corps de quelqu'un sans consentement, eh bien, le but clair et net, c'est de le tuer. Donc, les gens qui parlent de la comédie, ben, c'est des gens qui sont dans le système, qui défendent le système, évidemment. Hein? Donc, c'est ça aussi, il faut savoir un peu les acteurs, n'est-ce pas, de cette dramaturgie que nous vivons aujourd'hui. Et puis, voilà. Alors, tout à fait. Bon, alors, puisqu'on on parle un peu des dynamiques au niveau international, il y a une autre entité, M. Moukoko, et pas des moindres, qui est la dynamique diasporique, la diaspora. La diaspora n'est plus constituée des gens qui partent de leur pays pour un autre pays pour améliorer leurs circonstances d'existence, mais la diaspora contemporaine est aussi devenue une diaspora politique agissante en tant que telle, avec un pouvoir certain sur la destinée des États. Alors, cette diaspora qui généralement aussi est du côté des populations, parce que quand on voit que les gens au Congo-Brazzaville et certaines populations essaient de survivre, mais c'est parce qu'on envoie des Western Union, on envoie des MoneyGram, on fait le transfert d'argent. Hein? Et puis on a démontré quand même que l'argent qui vient de l'étranger, par rapport à ce que le financement du développement, ça n'a pas commune mesure. Hein? Il y a beaucoup d'argent qui est envoyé par les gens dans la diaspora et qui contribue, n'est-ce pas, au bien-être des populations, là où l'État, évidemment, régalien, refuse de le faire en tant que tel. Au Congo-Brazzaville, combien est-ce que de Congolais vivent, n'est-ce pas, de ce que des rétributions de l'État? Il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a que 70 000 fonctionnaires seulement. Ce qui veut dire que les 5 millions de Congolais se débrouillent, n'ont jamais rien bénéficié du Congo-Brazzaville en tant que tel. C'est que les gens, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents à l'étranger, bien évidemment.
Alors, donc, cette logique, la diaspora, comment vous travaillez avec la diaspora? Comment la société civile au Congo-Brazzaville travaille avec la diaspora? Le cas de M. Mbouti, par exemple, je pense qu'il y a une cagnotte qui a circulé là, quand même, pour essayer de l'aider. Oui. Et il faut se féliciter de ce que la diaspora congolaise, maintenant, mieux qu'il y a 10 ans, est très active, très dynamique, et c'est un relais stratégique important pour la société civile locale et nationale. C'est vraiment un partenaire stratégique important, parce que la diaspora, au-delà des envois de Western Union et autres, la diaspora congolaise, avec des acteurs dynamiques, des indignés, vraiment des citoyens congolais indignés, tous se disent que la situation congolaise inspire que chacun agisse, et la diaspora congolaise intervient en relayant nos actions à l'international. Vous savez, il y a des citoyens, des compatriotes qui sont dans la diaspora qui font un travail de lobbying auprès de la Commission européenne, auprès des différents gouvernements européens qui sont partenaires du gouvernement congolais. C'est pour que ces partenaires du gouvernement congolais puissent porter le message de la diaspora congolaise. La diaspora contribue également à l'économie de ces pays-là. La diaspora congolaise est aussi constituée des gens qui ont la nationalité de ces pays-là. Donc, c'est une façon pour dire que la diaspora congolaise est un acteur important aujourd'hui. Et nous travaillons avec cette diaspora vraiment au quotidien. Nous travaillons avec ces acteurs au quotidien pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Congo-Brazzaville. Et dernière action, c'est la cagnotte qui est en circulation pour Lassim Mbouti. Les Congolais s'activent, les Congolais s'engagent. Il y en a qui sont même prêts à l'accueillir à l'extérieur pour lui administrer des soins appropriés. Parmi les Congolais de la diaspora, il y a des médecins, il y a des acteurs à tous les niveaux. Chacun va contribuer. Et comme c'est aussi pour la situation au pays, nous sommes tous ensemble engagés pour qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Mais qu'est-ce qui changerait un peu dans cette diaspora? Parfois aussi, elle est assez timide. Vous parlez très bien du cas de M. Lassim Mbouti. D'accord, les gens se sont mobilisés. Mais si je le dis, c'est parce qu'on a vu aussi quand même qu'il y a d'autres diasporas qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus énergiques. On a vu au Sénégal, par exemple, quand l'ancien président voulait faire des siennes, on a vu comment est-ce que la diaspora sénégalaise s'est mobilisée à un point où des millions et des millions de francs ont été récupérés quand même par la force de la diaspora pour accompagner, n'est-ce pas, ce mouvement anti-hold-up tel que Macky Sall était en train de faire. Et que pour le Congo-Brazzaville, on a encore des leçons à apprendre là-dessus pour que la diaspora soit beaucoup plus alerte et que s'engage, parce que si évidemment elle s'engageait davantage, on aurait évité pas mal de déconvenues. Il y a encore beaucoup à faire dans l'organisation, la mobilisation et l'engagement de la diaspora, mais ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment à des années-lumière de ce qu'il y avait il y a 10 ans au sein de la diaspora. Mais il y a beaucoup de travail encore. Il y a beaucoup à faire encore. Et nous ne sommes pas encore au niveau de nos frères sénégalais, mais je pense que je garde espoir que ça va évoluer. Et puis, il y a aussi le travail d'éveil de conscience. Vous avez mentionné un certain nombre de compatriotes qui sont dans la diaspora. L'éveil de conscience, des gens comme les Indignés 242, comme vous l'avez dit, avec le président Nitou, vraiment qui font un travail exceptionnel un peu sur la place de Paris. Et puis, bien d'autres aussi. On ne va pas tous les citer. Il y a les organes de presse aussi. Ziana TV, il y a R7. Et puis la radio de Chicago et pas mal d'organes de presse qui sont là et qui font un travail exceptionnel dans l'éveil des consciences et nous. Alors, on va passer à l'espoir parce que en parlant un peu de cet activisme-là, c'est déjà de l'espoir. Il y a l'espoir est permis. Alors, donc, quand vous parlez, il y a de l'espoir. L'espoir est permis. L'espoir est permis au Congo-Brazzaville, malgré un peu la timidité, n'est-ce pas, de l'activisme des gens dans la diaspora. Ça viendra. Alors, on passe à mon avant-dernier point, c'est l'espoir comme résistance.
Ah, mais l'espoir, hein? L'espoir, c'est quelque chose de très important. Hein? L'espoir permet de vivre, mais même les gens comme Barack Obama, quand même aussi, ont pris l'espoir comme un concept de fond pour exprimer leur être en tant que tel et leur démarche politique en tant que telle. The Audacity of Hope. The Audacity of Hope, c'est le livre de Barack Obama. Alors, voilà ma question par rapport à cet espoir-là. À quoi ressemblerait, M. Moukoko, un Congo où les droits humains seraient réellement respectés? À quoi ressemblerait un peu un pays comme celui-là? Parce qu'on a comme l'impression que les gens qui dirigent le pouvoir, qui dirigent le Congo aujourd'hui, ils ont des œillets comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne font pas l'effort dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelles sont les alternatives, par exemple? Quelles sont les alternatives? Si on ouvrait un peu à la démocratie et qu'on faisait l'effort quand même de reconnaître nos responsabilités, et parce que ceux qui dirigent aujourd'hui, il y a quand même demain aussi, hein, qui ne leur est inconnu. Demain, le pouvoir peut partir aussi en tant que tel. C'est comme si c'est des gens qui ne se posent même pas la question. Bon, d'accord, nous avons fait ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu l'approche, de sorte que, malgré les 30 années que nous avons vécues après 97 aujourd'hui, mais si on perd le pouvoir aujourd'hui, avec leur fameuse question, c'est pas moi qui l'a posée, hein, l'avenir de Mboshi. L'avenir de Mboshi, c'est quand même une question ontologique, là, quand même, on peut le dire de cette manière. Là, c'est une question à valeur ontologique certaine, l'avenir de Mboshi. Mais oui, mais cet avenir de Mboshi, car il devrait à Denis Sassou Nguesso s'il disait, écoutez, moi j'ai fait ma part, j'ai fait des choses effroyables, et puis ben voilà, je vais m'arrêter par là. Mais c'est utopique, hein, Sassou ne peut pas le faire. Mais on peut en parler quand même. C'est-à-dire avoir quand même des perspectives, des scénarios. Parce que c'est comme si, non, eux, c'est le pouvoir ou le pouvoir, pas autre chose. Pas autre chose. Ça passe ou ça casse. Voilà. Alors, donc, je reviens à ma question. Que serait ce Congo-là qui respecterait les droits de l'homme? Comment serait le Congo, d'après vous, avec votre expérience, avec votre vécu, M. Moukoko? Oui, le respect des droits de l'homme est une condition essentielle du développement. Et c'est là que, lorsque les citoyens congolais auront la possibilité d'exiger la redevabilité auprès des autorités, lorsque les autorités seront obligées de gérer les ressources publiques avec transparence et rigueur, lorsque les citoyens congolais auront la possibilité de dire ce qu'ils pensent et de critiquer ce qu'il faut critiquer sans craindre, sans peur, et la justice sera une justice efficace contre toutes les violations des droits de l'homme, contre tous les cas de prévarication, évidemment, ce Congo-là, il est à venir. Ce Congo-là, c'est à nous de l'inventer. Ce Congo-là, c'est à nous de le créer par notre engagement au quotidien, chaque jour, en disant que ceux qui dirigent aujourd'hui doivent savoir qu'ils n'ont pas le contrôle de l'avenir, mais ils n'ont pas le contrôle de la capacité des citoyens à se révolter un jour, parce que on n'a jamais pris un rendez-vous pour la révolution. La révolution arrive brusquement. Et même les acteurs, les révolutionnaires eux-mêmes ne savent pas qu'ils vont démarrer à telle heure, tel jour. Ce qui est en train de se faire, c'est une conjonction de circonstances qui fera que cette révolution finira par avoir lieu. Immanquablement. Elle se fera parce que personne ne contrôle l'avenir. Et donc, je pense que ce Congo va arriver où les droits humains sont respectés et le pays se développera aussi. Il sera développé parce que les talents émergeront, aussi bien dans le domaine de la gouvernance que dans le domaine du développement et dans le domaine des affaires, de l'économie. Et ce sera un pays où il fera bon vivre. Mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Dans la suite, pour être aussi un peu plus proche des gens, alors, Monsieur Moukoko, que diriez-vous à un jeune Congolais ou à une jeune Congolaise de 20 ans qui est silencieux ou qui est silencieuse et qui est désabusée et qui pense que se battre ne sert à rien? Voilà, cette jeune Congolaise de 20 ans. Oui, justement, il y a beaucoup de jeunes comme cela. Et beaucoup de, comme vous savez, plus de la moitié de la population congolaise est jeune.
Et tout ce que nous pouvons dire à la lumière de toute notre expérience des années passées, des décennies dans le combat pour les droits humains, nous avons appris qu'il n'y a de victoire qu'au bout de la lutte. Et à eux de s'engager, à eux de s'impliquer. Et ce ne sera pas une lutte vaine, ce ne sera pas un engagement vain. Parce que plus on s'engage, plus on devient fort. Mais si on met la peur devant, évidemment, la dictature, évidemment, la terreur d'État. Voilà, la terreur d'État va se renforcer. La terreur d'État va se renforcer. Donc, il revient, et c'est la responsabilité de chaque citoyen de s'engager parce que c'est dans nos droits. Il faut s'engager, mais s'engager dans les organisations de défense des droits humains. Et nous sommes disposés à les recevoir, à les accueillir et à les encadrer parce que nous avons travaillé 3 décennies déjà. Nous voulons bien que la lutte continue avec des plus jeunes que nous. Et nous sommes là pour former les plus jeunes encore, pour que la relève jusqu'à ce que la victoire finale éclate. Et donc, c'est pour rassurer les jeunes que la lutte continue. Très bien. Alors, on va terminer avec cette question qui est très essentielle également. Les Congolais vivent dans un pays qui est très, très riche. De toutes les façons, on l'a dit, on le redira. L'argent du pétrole, on ne voit pas cet argent de pétrole, est dilapidé par les gens qui sont installés au pouvoir. La dette a été allégée à beaucoup de fois par beaucoup d'organismes, mais le Congo reste toujours un pays endetté, même à des dimensions incommensurables. Les Congolais cumulent plus de 50 mois sans leur salaire, ce que l'occidental ne comprendrait pas. Déjà, quand un salaire n'est pas payé un seul petit mois, ou bien ça passe avec 5 jours de retard, mais les voyants rouges vont se mettre à signaler là en tant que tel. Et donc, quand nous disons qu'au Congo, les gens ont 50 mois sans salaire, ils ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas du tout et on nous prend en bruit là, que vous nous racontez de n'importe quoi, alors que c'est la stricte vérité. Alors, il y a les 14 000 milliards dont on parle, évidemment, qui est l'argent supplémentaire issu de l'argent des gains de pétrole qui a été mis de côté. Ça, c'est ça seulement. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui, vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Et puis, des spécialistes ont démontré que, il y a beaucoup, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ils ont brassé des sommes incroyables. C'est dans cette perspective-là, évidemment, que, donc, sur cette base-là, l'OCDH, n'est-ce pas, la structure dont vous avez, n'est-ce pas, la responsabilité, M. Moukoko, vous avez porté plainte, vous avez déposé plainte auprès du tribunal de grande instance, la ville de Brazzaville. Et ces plaintes ont été reçues, je pense. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers.
Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillages, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Alors, parlez-nous-en de ces plaintes-là. Dites aux Congolais que nous travaillons pour vous et voilà concrètement ce que nous faisons, c'est des plaintes qu'on a déposées en bonne et due forme. Est-ce que vous avez une suite à ces plaintes-là? Est-ce que M. Okongakala est au courant de ce qui se passe à ce niveau-là? Pouvez-vous instruire un peu les Congolais sur cette base-là? Tout à fait. Comme vous savez, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et le mouvement pour la culture citoyenne, au nom d'une coalition d'ONG de défense des droits humains et de développement démocratique, avaient esté en justice en vertu de nos vocations respectives, notre mandat, lutter contre l'impunité des crimes économiques et financiers. Et nous avons esté en justice en juillet. Nous avons porté plainte le 31 juillet 2023 devant le tribunal de grande instance de Brazzaville. Oui. Et à ce jour, la plainte n'a pas évolué. La plainte est bloquée. Pour parler simplement, pour ne pas utiliser les termes juridiques plus complexes que pour le commun des Congolais, la plainte est bloquée et les autorités judiciaires refusent d'évoluer avec cette plainte. Nous attendons donc une notification, oui, nous attendons donc une notification qui n'est pas encore prête, à leur niveau, ils ne peuvent pas engager des enquêtes pour ce judiciaire contre ces gens-là, contre les personnes. En fait, nous avions porté plainte contre X. C'était une plainte contre X pour détournement des deniers publics, donc des 14 000 milliards destinés aux générations futures, les excédents budgétaires destinés aux générations futures. Et donc, à ce jour, la plainte n'a pas évolué. Depuis 2 ans, nous sommes en juin, bientôt le mois de juillet, ça nous fera 2 ans pratiquement, la plainte n'a pas évolué. Alors, une telle justice, il sait bien que les 14 000 milliards, c'est pour améliorer les conditions de vie des générations futures. Les 14 000 milliards, c'est facile de savoir dans le compte ou près de l'institution bancaire où ces fonds étaient logés, domiciliés, qui a actionné le décaissement, qui a payé, c'est facile à tracer. Mais volontairement, les autorités judiciaires ont refusé d'engager l'enquête. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous attendons d'avoir le réquisitoire de non informés, c'est comme ça qu'on appelle le document que nous attendons, et nous allons saisir les instances judiciaires d'appel. C'était là ma question subséquente, c'était un peu, si ça ne marche pas au niveau du Congo, si au niveau du Congo, ils manifestent une mauvaise volonté, une absence de volonté, ils savent pourquoi, évidemment, ils le font. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de passer à un stade supérieur au niveau des instances internationales aussi? Oui, absolument, absolument. Et d'abord, il faut épuiser tout le dispositif, tout le cheminement au niveau national, tous les mécanismes nationaux dans le cadre de la plainte. Et donc, nous irons au niveau de l'appel pour contester cette décision du premier degré
et nous aviserons par la suite ce qu'il faut faire. Mais tout cela, c'est pour documenter le fait que nous avons parcouru, suivi le parcours au niveau national, et nous saisirons les institutions au niveau international, d'autant plus que dans cette affaire, il y a aussi les étrangers, des personnes qui ont des nationalités d'autres pays qui sont impliquées, donc, et même des banques. Même des banques, des nationalités d'autres pays qui sont impliquées. Je rappelle du BNP Paribas, hein? BNP Paribas aussi, c'était une banque qui était très impliquée un peu dans la mafia financière, dans cette criminalité économique et financière au Congo-Brazzaville. Exact. Donc, nous allons épuiser d'abord les mécanismes nationaux avant d'arriver au niveau international. Mais cela ne sera tardé. Très bien, très bien. Et il n'y a pas que cette affaire. Il y a aussi l'affaire de 6 milliards de francs CFA des bourses. Et le président de la République, mieux qu'un opposant politique, a dit lui-même que l'État décaisse par année 9 milliards pour les bourses des étudiants des universités publiques. Mais en réalité, le recensement biométrique a révélé que les étudiants n'avaient besoin que de 3 milliards. Alors, il y a 6 milliards qui disparaissent. D'un milliard quelque chose, pas 3 milliards. Hein? Voilà. Ah, c'est 3 milliards. 3 milliards, d'accord. 3 milliards. Et donc, il y a 6 milliards de différentiels qui disparaissaient dans la nature. C'est quand même, pour un État, on ne peut pas le dire comme ça. Donc, ces 6 milliards partaient dans les poches des gens qu'on peut facilement identifier. Alors, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le MCC et d'autres organisations, nous avons aussi porté plainte. Nous sommes allés déposer plainte devant les bureaux, au bureau de la doyenne des juges d'instruction. Elle a refusé de recevoir notre plainte. Ah ouais? Elle a refusé, oui. On peut refuser? Elle a refusé de recevoir, donc les services du greffe ont refusé de recevoir la plainte de l'OCDH concernant la disparition des 6 milliards de différentiel des bourses des étudiants. Et vous voyez face à quelle justice nous avons affaire. Donc, à ce niveau-là, nous avons même commis un huissier de justice pour constater le refus de réception de notre plainte. Et donc, il y a d'autres actions qui sont prévues et nous n'allons pas baisser les bras. Oui, alors, je voudrais rajouter quand même, on a parlé un peu des bourses des étudiants où on siphonnait 6 milliards comme ça là, alors qu'il en fallait 3. Il y a aussi tout dernièrement une information qui a circulé, je le dis sans, avec des pincettes quand même, au niveau du Trésor public sur les voyages du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qui chiffrait à 1 milliard quelque chose, et qu'il y a autour de 4 à 5 milliards qui étaient siphonnés par les responsables au niveau du Trésor public. Ça, c'est quand même assez curieux de voir un État fonctionner de cette manière-là, où le vol, il faut dire, c'est le vol, c'est des voleurs. Et ils sont bien contents d'être des voleurs et de continuer à avoir ce genre de pratique-là. Ça justifie l'importance de la transparence. Voilà. Et de l'exigence de redevabilité. Et si le gouvernement ou la présidence de la République pense que ces fonds sont bien gérés, il ne s'agit pas de détournement de fonds publics, il suffit de rendre public tous les chiffres et de permettre à la société civile, de permettre au Parlement d'accéder à ces informations et de les rendre publiques pour que nous puissions comprendre comment sont gérés les fonds publics pour les voyages du président. Et alors, dès lors qu'il y a des rumeurs de ce genre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information crédible. Donc, il faut partager l'information. Et ça, c'est encore un travail à faire. Les autorités au Congo-Brazza n'ont pas encore compris qu'il faut rendre compte à la population. Ils sont là au service de la population. Mais ils ignorent que la population a besoin de compte, qu'on lui rend compte. Bien sûr. L'exigence de redevabilité, c'est une pratique ordinaire en démocratie, si tant on est encore en démocratie. Et là, on ne peut pas dire en démocratie. Parler sérieusement de démocratie au Congo-Brazzaville, je pense que c'est assez exagéré. Enfin, bon, voilà. Ils utilisent des oripeaux la démocratie, comme on le dit souvent, mais
En tout cas, les Congolais doivent simplement savoir qu'ils ont besoin de recouvrer leur souveraineté, leur pleine souveraineté, à côté d'une équipe gouvernementale qui, depuis 30 ans maintenant, depuis la guerre, 28 ans maintenant aussi, ne fait que les affamer. Et c'est comme une stratégie savamment étudiée aussi là-dessus. Hein? M. Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais. Il le fait savoir de toutes les façons. Il fait la guerre à des Congolais en tant que tel. Ça veut dire ce que ça veut dire. M. Mungala, je reviens encore là-dessus parce qu'il faut beaucoup parler maintenant aussi. Il faut réagir à ces sorties-là. Hein? Et le courage qu'ils ont à venir devant les caméras et défendre ce qui est indéfendable. Défendre ce qui est indéfendable. Ça, c'est insupportable. Il faut les reprendre à ce qu'ils disent, à leurs paroles, à eux-mêmes. Donc, ils n'aiment pas les Congolais, ils les menacent de mort. Ils les menacent de mort. Alors que les Congolais ne demandent que ce qui leur est dû de toutes les façons. Bon alors, Monsieur Moukoko, ce que vous venez de partager avec nous ici n'est pas seulement un témoignage. Hein, rassurez-vous, ce n'est pas un témoignage, vous ne faites pas un témoignage. Vous rapportez le fruit d'un travail presque scientifique qui est fait dans la démarche qui est la vôtre. C'est en plein toute une forme de résistance aussi, on l'a dit. Vous évoluez dans un milieu qui est très, très, très dangereux, dont on peut perdre la vie, puisqu'il y en a beaucoup qui ont perdu la vie du fait de ce régime qui, au lieu de protéger les Congolais, les tue à tour de bras. Donc, nous allons considérer votre propos comme un appel. Alors, quand j'ai dit ça, avant de remercier nos téléspectateurs, je vous laisse la dernière parole, si vous avez quelque chose à rajouter un peu pour conclure cette émission, Monsieur Parfait Moukoko. Je disais tout simplement le dernier mot de l'émission. Si vous avez un dernier mot d'émission. Oui, le dernier mot, c'est de demander aux... Oui, un dernier mot de l'émission, c'est de demander aux Congolais de ne pas avoir peur, de s'engager, parce que la lutte finira par être victorieuse. Et nous pensons que la peur favorise la terreur. La peur favorise le régime de terreur. Et nous sommes sous un régime qui doit beaucoup s'améliorer, mais c'est à nous aussi de contribuer à le faire fléchir. Par notre engagement, par notre courage, mais aussi en étant légaliste, en respectant les lois qui existent. Que le gouvernement ne respecte pas non plus, à commencer par le gouvernement, par la Constitution, hein, qu'il a lui-même imposée, mais à nous de respecter les lois du pays, mais de s'engager fermement, en légaliste, mais fermement et courageusement. C'est le seul message que nous avons à passer à la population congolaise. Alors, merci beaucoup, Monsieur Parfait Moukoko. J'espère avoir le bonheur de vous avoir encore à notre antenne. Et bravo pour le travail que vous faites. Les Congolais doivent savoir que vous travaillez pour les Congolais, le peuple congolais, à côté d'une dictature qui n'a pas pour objectif que de la réduire, n'est-ce pas, cette population. Aimez nos émissions, suivez-nous, soutenez-nous, cliquez sur les petits boutons qu'il faut pour que nos émissions puissent avoir une assise solide de plus en plus. Et nous sommes au bonheur et au plaisir de vous avoir pour la prochaine fois. Merci beaucoup.